Jusqu'à présent, la saga Nord Stream a été une véritable leçon de dissimulation. Le plongeur ukrainien qui a été arrêté là est soit un bouc émissaire isolé, soit un intermédiaire, un proxy, soit alors c'est un petit rouage dans une machine beaucoup plus grande. L'Ukraine est en train de fournir aux États-Unis une couverture opérationnelle parfaite. Si le lien n'a pas été formellement établi, ces révélations restent embarrassantes pour l'Ukraine. Effectivement, plusieurs indices laissent croire à une implication ukrainienne, même si personne n'a jamais revendiqué l'opération. À Kiev, tout le monde nie publiquement toute implication dans ce complot. Volodymyr Zelensky a lui toujours nié être au courant. Et j'ajoute qu'on apprend ce soir par la justice allemande que l'Ukrainien qui a été arrêté en Italie refuse ce soir d'être extradé. Les enquêteurs pensent donc à... Ça dit, c'est toujours quand ça concerne ce genre d'affaires qu'on apprend que les terroristes ont le droit de choisir. Ils ont le droit de choisir s'ils se font extrader ou pas. Ils ont le droit de choisir si on les interroge ou pas. Ils ont le droit même de choisir où est-ce qu'ils veulent aller en prison. Ça dit... On apprend que l'Ukrainien qui a été arrêté refuse l'extradition et les autres sont là. Bah zut alors, comment est-ce qu'on va faire? Il refuse l'extradition. Bon bah, on va le laisser là. On va même peut-être le libérer tant qu'on y est. Vu que je suppose qu'il va aussi refuser d'être incarcéré. Ça dit, ça me fume. Donc une chose comme ça arrive. Ils font l'enquête. Ils savent qu'ils sont les responsables, mais on te sort une bêtise comme quoi l'Ukraine n'extrade pas ses ressortissants. Mais bien sûr, ça seul a suffi à tout stopper. L'arrestation d'un suspect à Rome a ravivé le débat sur le sabotage du Nord Stream en 2022, longtemps considéré comme une opération dirigée par les États-Unis. Moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'ils sont en train d'essayer de détourner l'attention sur ceux qui ont véritablement détruit le Nord Stream 2. Pourquoi? Là, ils ont titré « Le mystère du sabotage Nord Stream enfin résolu ». On va écouter. Et vous allez me dire s'il y a un semblant de résolution là. Eh bien, tout d'abord, le lieu. Le suspect a été arrêté pendant ses vacances qu'il passait en famille en Italie, dans la région de Rimini. Mercredi, peu avant minuit, l'homme accompagnait son fils à l'université. Lorsqu'il a été arrêté, les carabinieri italiens ont agi dans le cadre d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice allemande. Une alerte a ensuite été déclenchée lorsqu'il s'est enregistré à son hôtel avec son passeport. Qui est-il? Il s'agit de Serhiy K, 49 ans, ancien capitaine de l'armée ukrainienne. Il a notamment servi dans les services secrets ukrainiens, le SBU, ainsi que dans une unité d'élite qui a défendu Kiev dans les premiers mois de l'invasion. Le parquet allemand le soupçonne d'être l'un des coordinateurs de l'opération qui a mené à la destruction du gazoduc Nord Stream le 26 septembre 2022. Après 3 ans d'une chasse à l'homme internationale, Serhiy K est le premier suspect arrêté parmi l'équipage, soupçonné d'avoir mené l'un des plus grands sabotages de l'histoire moderne. Hugo, comment avait été menée cette opération de sabotage? Eh bien, l'histoire, Marie-Aline, a tout du scénario de roman d'espionnage. Nous sommes au tout début de l'invasion russe lors d'une soirée arrosée dans un bar de la capitale. Un groupe d'officiers fête le revers qu'ils viennent d'infliger à l'ennemi dans sa course vers Kiev. Enthousiasmé par l'alcool et la ferveur patriotique, quelqu'un suggère une prochaine étape radicale, détruire Nord Stream. Le gazoduc est effectivement une cible de choix. Nord Stream est l'une des artères par laquelle Moscou tire les revenus indispensables au financement de sa guerre, en vendant à bas prix son gaz à l'Europe via l'Allemagne à travers la mer Baltique. Des hauts gradés de l'armée orchestrent aussitôt une mission secrète. Des hommes d'affaires qui participent à la fête proposent de financer l'opération pour un montant de 300 000 $. Le plan d'action n'était... Tout juste 300 000 $ pour détruire une infrastructure qui rapporte des centaines de millions de dollars et fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Pour 300 000 $, ils détruisent une infrastructure pareille sans gêne. Évoqué que verbalement, pas de traces écrites pour ne pas se compromettre. Vous voyez comment est-ce que la vie des gens coûte moins cher? 300 000 $. C'est-à-dire, ça me rappelle les chiffres parfois extrêmement minables qu'on donne aux Africains pour trahir leurs frères. Vous voyez le chiffre, on va te dire pour 25 000 $. Il a créé un carnage pas possible. Pour piloter l'opération baptisée Diameter, le général Valéry Zaloujny semble tout indiquer. C'est un proche de Volodymyr Zelensky qui valide le plan selon les informations du Wall Street Journal. Quelques semaines plus tard, une équipe est constituée, composée notamment de 2 soldats et 4 plongeurs civils. Et pour les diriger, un certain Serhiy K. Et puis vient le jour J.
Eh bien oui, et pourtant tout aurait pu s'arrêter net. Les services secrets néerlandais ont vent de l'affaire, les Américains sont prévenus et Joe Biden ordonne alors à Zelensky de mettre un terme à l'opération. Mais Zaloujny dit qu'il est trop tard. Le commando loue un voilier de plaisance, l'Andromeda, à une agence de voyage factice créée par les renseignements ukrainiens 10 ans plus tôt. La couverture parfaite. Le 26 septembre 2022, ils embarquent à Rostock, une ville portuaire allemande baignée par la Baltique. Le bateau sillonne les eaux territoriales allemandes, polonaises, danoises et suédoises. Avant de s'immobiliser enfin dans une zone calme, les plongeurs atteignent le gazoduc à environ 80 mètres de profondeur. Ils placent les explosifs, remontent, l'Andromeda repart. Une fois à bonne distance, ils déclenchent leur bombe. Nord Stream est pulvérisé sur un tronçon de 50 mètres. La suite, vous vous en rappelez, ces images de bouillonnement colossaux de gaz à la surface pendant plusieurs jours. Des navires de guerre allemands, danois, suédois et américains inspectent la zone. C'est le début de l'enquête. Des moyens énormes sont mobilisés, mais les Ukrainiens ont fait une erreur qui va les compromettre rapidement. Ils n'ont effacé aucune preuve sur le bateau. Les enquêteurs retrouvent des empreintes, de l'ADN, des traces d'explosifs. Mais malgré ces éléments, l'enquête piétine. Les membres du commando sont retournés en Ukraine qui n'extradent pas ces citoyens. L'enquête allemande n'a par ailleurs pas établi le lien entre Zelensky et cette opération clandestine. Bien sûr, on va faire comme si on croyait. Donc là, on vient d'écouter attentivement leur version de l'histoire. Et dans cette version de l'histoire, la CIA n'intervient pas, le MI6, les services de renseignement britanniques, n'interviennent pas. On dirait simplement une volonté des services secrets ukrainiens et puis voilà, c'est eux qui sont concernés, c'est eux qui sont responsables. Parce qu'ils ont toujours voulu chercher à ne pas être responsables de leurs actes. En règle générale, on connaît très bien la chanson, on les maîtrise très bien maintenant. Le problème que l'on note, c'est le fait que tout d'un coup, les États-Unis respectent les pays, particulièrement l'Ukraine. Donc, une chose comme ça arrive, ils font l'enquête. Ils savent qu'ils sont les responsables, mais on te sort une bêtise comme quoi l'Ukraine n'extrade pas ses ressortissants. Mais bien sûr, l'Ukraine n'extrade pas ses ressortissants. Ça seul a suffi à tout stopper. Pourtant, toutes les informations étaient déjà connues. Si ce n'est pas une manière de protéger les personnes, c'est quoi? Factuellement, c'est quoi? Lisons ça ensemble. L'arrestation d'un suspect ukrainien à Rome a ravivé le débat sur le sabotage du Nord Stream en 2022, longtemps considéré comme une opération dirigée par les États-Unis. Le récit du Spiegel sur le plongeur ukrainien complique le reportage de Seymour Hersh, qui pointait directement vers Washington. Avec Trump rencontrant maintenant Poutine et Zelensky, l'affaire du Nord Stream pourrait redéfinir la carte énergétique de l'Europe et mettre à rude épreuve l'unité de l'OTAN dans le monde d'après-guerre. L'arrestation récente d'un Ukrainien par les autorités italiennes soupçonné d'être impliqué dans les explosions du gazoduc Nord Stream 2 de 2022 a ravivé le débat sur les actes de sabotage ou de terrorisme les plus audacieux de l'histoire européenne moderne. Le suspect, identifié comme un plongeur, a été appréhendé à Rome à la suite d'un mandat d'arrêt allemand. Le rapport allègue qu'il faisait partie d'une petite équipe qui a planqué les explosifs sur le pipeline, opérant à partir d'un yacht nommé Andromeda, une mission ukrainienne secrète censée perturber l'approvisionnement en gaz russe en Europe. Cette révélation, si elle est exacte, complique le récit entourant l'attaque du Nord Stream, qui a longtemps été attribué aux États-Unis, notamment par le journaliste d'investigation Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer. Maintenant, ils sont en train de questionner son rapport. Est-ce qu'il est crédible? Et quelles pourraient être donc les conséquences dans le monde d'après-guerre? En particulier, si le conflit entre la Russie et l'Ukraine s'apaise après les récentes rencontres entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ainsi que la rencontre entre Donald Trump, Zelensky et les dirigeants européens. Le rapport de Hersh de février 2023 alléguait que les États-Unis ont orchestré le sabotage. Selon les sources de renseignement, les plongeurs de la marine américaine ont planté les explosifs C4 lors de l'exercice Baltop 22 de l'OTAN en juin 2022, qui ont ensuite été déclenchés à distance par un avion de surveillance norvégien. Selon Hersh, le motif était de mettre fin à la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe et d'amener ainsi les alliés de l'OTAN à soutenir sans faille l'Ukraine. La Maison-Blanche a rejeté l'article, la traitant de pure fiction. Cependant, le parcours de Hersh depuis plusieurs décennies, notamment les révélations sur les massacres de Maïlay et les scandales d'Abu Ghraib, rendent difficile de le rejeter d'emblée. Son récit reste l'une des reconstitutions les plus détaillées à ce jour. En fait, le rapport de Spiegel ne contredit pas directement le scénario de Hersh, mais rajoute
plutôt d'autres dimensions, c'est-à-dire l'implication de l'Ukraine. On peut se rappeler qu'au début de 2023, les législateurs allemands exigeaient une enquête transparente sur les explosions, frustrés par l'opacité des autorités occidentales. Leurs revendications ont été largement ignorées, parce que oui, ceux qui ont le plus perdu après les Russes, ce sont directement les Allemands. Le récit du plongeur ukrainien de Spiegel pourrait en fait servir de moyen de diversion pratique, rejetant la responsabilité sur un acteur mineur, tout en protégeant Washington de ses alliés de tout examen minutieux. Vous voyez qu'on est arrivé exactement à la même conclusion. Nous tous. Ce machin est un moyen de détourner l'attention des gens et je ne suis pas le seul. Même dans le commentaire de ce reportage, il y a des gens qui l'ont dit. Ça ressemble tellement à un scénario pour dédouaner les anglo-saxons et en même temps pour abandonner l'Ukraine maintenant qu'ils sont coincés. C'est du cynisme à l'état pur. Comme par hasard, un gars qui a mené une opération pareille va se lever un matin et il va aller accompagner son enfant à l'école. Joe Biden avec les romans dit devant Olaf Scholz que Nord Stream va disparaître. Donc la version qu'ils essaient de nous vendre là maintenant, ça ne passe pas auprès d'aucun d'entre nous. Poursuivons l'article avant de revenir sur les médias mensonges. D'un point de vue réaliste, l'idée qu'une poignée d'argent à bord d'un yacht loué ait mené l'une des missions sous-marines les plus complexes techniquement de l'histoire, pour employer un euphémisme, ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Placer des explosifs en profondeur entre 80 et 110 mètres sous la surface de la mer Baltique nécessite un équipement militaire spécialisé et un soutien logistique. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup considèrent le récit de Spiegel comme étant une couverture commode, littéralement, ou peut-être simplement une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Le moment choisi pour cette révélation est également intéressant et je l'ai aussi souligné. C'est très intéressant qu'il décide de sortir ça maintenant, actuellement. C'est ici. Vous savez que dans ce genre de cas de figure, rien ne se fait au hasard, non? Tout a été caché pendant longtemps, constamment. Les personnes, on ne les a pas traquées sous prétexte que voilà, l'Ukraine n'extrade pas ses ressortissants après avoir fait un acte pareil. Mais comme par hasard, il y a un des gars qui se sentait très bien en sécurité en Ukraine, qui a décidé de sortir tout simplement pour aller se balader à Rome. Quoi qu'il en soit, un scénario dans lequel des ressortissants ukrainiens auraient participé, mais en tant que mandataires dans le cadre d'une opération plus large menée par les États-Unis, est beaucoup plus logique. Bien sûr, moi-même, j'y pensais déjà. Puisque eux, ils ne veulent jamais se mêler directement. Ils ne veulent pas mêler leur population. Ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent toujours des proxys. Parce qu'au moment où les choses pètent, ils peuvent mettre tout le monde en avant. Cela correspondait parfaitement au récit de Herz. Dans ce scénario, les États-Unis ont fourni les ressources. Les exercices de l'OTAN ont servi de couverture et les agents ukrainiens ont fourni la dénégation. Comme l'a déclaré sans détour le président Biden en février 2022, avant même le début du conflit russo-ukrainien actuel, si la Russie envahit, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Cette remarque à elle seule suggère une connaissance préalable, voire une intention. Et il l'avait dit devant Olaf Scholz, l'ancien chancelier allemand. On peut se souvenir de l'enquête du procureur spécial menée par Robert Hur sur la question des documents classifiés par le président Biden. Dans le rapport de 388 pages, Hur a noté que Biden semblait confus lors des entretiens. Comme le suggère le rapport du procureur spécial, la mémoire de Biden floue et parfois confuse l'a parfois mené à divulguer des détails qu'il aurait été préférable de ne pas dire. Le fait est qu'il n'est pas trop farfelu d'imaginer que cela aurait pu être le cas en février 2022 lorsque Biden faisait cette déclaration. Quoi qu'il en soit, les conséquences du sabotage du Nord Stream 2 vont bien au-delà des pipelines eux-mêmes. L'Allemagne, privée de gaz russe moins cher, a été confrontée à un ralentissement économique avec une flambée des prix de l'énergie. Certains commentateurs, y compris Herz lui-même, établissent un lien entre cette crise et la montée en puissance des partis dits d'extrême droite en Allemagne et dans toute l'Europe. Un des patterns d'ailleurs des partis d'extrême droite, c'est que lorsqu'il commence à y avoir des guerres économiques, ceux-là, pour pouvoir entériner leur puissance, commencent à déclencher des guerres, d'une manière ou d'une autre. Et il y a une volonté interne d'avoir du pouvoir, mais aussi une volonté externe. Actuellement, vous le savez, l'Europe se désindustrialise à vue d'œil. Résultat, tout est en train de migrer. Pour maintenant pouvoir mobiliser la population, déclencher quelque chose qui va permettre de rabattre les cartes, en l'occurrence une guerre, ces gars sont obligés de faire monter l'extrême droite parce que les gens qui deviennent ultranationalistes peuvent tout gober, tout accepter et surtout peuvent accepter n'importe quelle guerre. On l'a déjà vu durant leur première guerre tribale, durant leur deuxième guerre tribale et globalement durant l'intégralité de leur histoire. À chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème économique particulièrement majeur, ils commencent à déclencher des guerres. Chez eux, c'est un mécanisme classique. Et les guerres sont toujours les prémices d'une montée de l'extrême droite accompagnée par des médias, accompagnée par des influenceurs et j'en passe.
des leaders d'opinion. À l'époque, c'est peut-être mieux comme ça qu'on les appelait qu'influenceurs. Les institutions européennes ont travaillé d'arrache-pied pour apprivoiser ces radicaux et les rendre mainstream, c'est-à-dire dans le sens pro-OTAN. On les a rendus mainstream et le résultat, c'est une maïdation du continent européen au milieu d'une vague néo-nazie anti-russe, comme ça a déjà été écrit. Ainsi, l'attaque a non seulement reconfiguré les flux énergétiques, mais aussi la dynamique politique au sein même de l'Union européenne. Il est intéressant de noter qu'en novembre 2024, un homme d'affaires pro-russe essayait d'acheter les pipelines pendant les pourparlers avec Poutine et Scholz. Et dans un tel scénario d'après-guerre, le sort des pipelines pourrait devenir un moyen de pression si des preuves de l'implication des États-Unis apparaissent. Le mépris flagrant de la souveraineté européenne pourrait ainsi déclencher une crise au sein de l'OTAN, affaiblissant la confiance dans les dirigeants de Washington. Voilà pour l'unité au sein de l'Alliance Atlantique Nord. Par ailleurs, si l'Ukraine est considérée comme ayant agi de manière indépendante, Kiev risque de se mettre à dos tous ses soutiens au moment même où il aura le plus besoin de leur aide pour la reconstruction de leur pays. Jusqu'à présent, les capitales occidentales ont évité d'exercer une pression trop forte, préférant l'ambiguïté à la responsabilité, parce que quelque part, ça arrange leurs intérêts. Mais l'arrestation de l'Ukrainien en Italie ravive donc les débats, notamment en Allemagne, en faveur d'une enquête plus sérieuse, visant à déterminer le responsable, c'est-à-dire qui est en fin de compte responsable de quoi? Jusqu'à présent, la saga Nord Stream a été une véritable leçon de dissimulation. Le plongeur ukrainien qui a été arrêté là est soit un bouc émissaire isolé, soit un intermédiaire, un proxy, soit alors c'est un petit rouage dans une machine beaucoup plus grande. Tous les indices qui désignent les États-Unis comme les organisateurs de tout ça, les grands Manitou de tout ça, les grands pontes de tout ceci, disparaissent au fur et à mesure. Et là, ce sont les autres qu'on pointe du doigt. On est en train de mettre la lumière sur des gens pour détourner l'attention d'autres. L'Ukraine est en train de fournir aux États-Unis une couverture opérationnelle parfaite. Mais ça, ils ne le savent pas encore, que les conséquences vont retomber sur eux. Si le lien n'a pas été formellement établi, ces révélations restent embarrassantes pour l'Ukraine. Effectivement, plusieurs indices laissent croire à une implication ukrainienne, même si personne n'a jamais revendiqué l'opération. À Kiev, tout le monde nie publiquement toute implication dans ce complot. Volodymyr Zelensky a lui toujours nié être au courant. Il dit... En même temps, lui, il va toujours nier être au courant. Je cite, « L'Ukraine n'a jamais rien fait de tel, je n'agirai jamais ainsi. » Si la personne qu'on a arrêtée là est livrée aux Allemands ou encore aux Russes, je suis sûr qu'elle va chanter. Elle va chanter, vous n'imaginez même pas à quel point. Ça, je dis bien que c'est si elle est livrée aux Russes, parce que pour l'instant, on va te dire que oui, on a arrêté une personne. Déjà, on n'a pas d'infos. Admettons qu'on a arrêté cette personne. Vous allez vous rendre compte que oui, sur le trajet, il y a eu une attaque sur son convoi. Et comme ils veulent masquer l'humiliation, entre guillemets, de l'attaque sur convoi, voilà, ils vont cacher ça et ça va passer sous le tapis. Puisque cette arrestation va forcément montrer un des trois scénarios qui a été décrit. Soit ce sont des gars isolés, mais ce sera très compliqué d'expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir le matériel militaire assez efficace pour pouvoir plonger à cette profondeur. Soit ils sont en train de masquer quelque chose de beaucoup plus grand. Soit ils ont directement été mandatés par les Américains. Voilà. Peu importe l'explication, ce sera forcément les trois là. Merci beaucoup Hugo Barbieux. Et j'ajoute qu'on apprend ce soir par la justice allemande que l'Ukrainien qui a été arrêté en Italie refuse ce soir d'être extradé. Les enquêteurs pensent donc à... Ça dit, c'est toujours quand ça concerne ce genre d'affaires qu'on apprend que les terroristes ont le droit de choisir. Ils ont le droit de choisir s'ils se font extrader ou pas. Ils ont le droit de choisir si on les interroge ou pas. Ils ont le droit même de choisir où est-ce qu'ils veulent aller en prison. C'est-à-dire... Vous vous rendez compte que ces gars qui font ce genre d'attentats sont beaucoup plus respectés que celui qui a volé parce qu'il veut manger, non? On apprend que l'Ukrainien qui a été arrêté refuse l'extradition et les autres sont là. Bah zut alors, comment est-ce qu'on va faire? Il refuse l'extradition. Bon bah, on va le laisser là. On va même peut-être le libérer tant qu'on y est. Vu que je suppose qu'il va aussi refuser d'être incarcéré. C'est-à-dire, ça me fume. Et on essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas la main des États-Unis à l'intérieur. Vous pensez que qui est capable d'organiser un truc à ce niveau? Si ce n'est pas un effet médiatique, c'est quoi? Mais quand on arrête de prendre les gens pour des chèvres de minutes.
avoir mis la main sur l'un des cerveaux de l'opération de sabotage de gazoduc. La Russie, on le sait, a longtemps été soupçonnée d'être à la manœuvre, mais depuis quelques mois, les soupçons s'étaient déjà déplacés vers l'Ukraine. On se rappelle que le Wall Street Journal avait retracé l'histoire, comme nous l'a très bien rappelé Hugo Barbieux. Ce soir, la piste ukrainienne se confirme. Vincent Crouzet, comment expliquer les motivations de Zelensky? Parce que ce n'est pas parce que c'est un Ukrainien ou ce n'est pas parce que c'est une équipe ukrainienne que ça veut dire que ce sont les Ukrainiens les responsables. Pas du tout. Non, non. Et ça, c'est ce qui m'agace en fait avec leur approche. Parce qu'un Ukrainien est arrêté, ça veut dire que c'est l'Ukraine les responsables. Non. Mais on sait très bien qu'on peut acheter des militaires, on sait très bien qu'on peut acheter des mercenaires, on sait très bien qu'on peut acheter des personnes qui font des actes, font des actions pour quelques billets. Ils ont parlé eux-mêmes de 300 000 $. Maintenant là, sous prétexte que c'est un Ukrainien, on veut effacer l'implication des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et nous, on est censé gober ça. Parce qu'il y a un vieux monsieur à lunettes qui va essayer de nous l'expliquer. Écoutons la pirouette qu'il va essayer de faire. qu'il avait donné son feu vert à cette opération. Oui, mais apparemment, l'origine de l'opération s'est faite hors les ordres de Zelensky. Et apparemment, c'est Zaloujny qui en a pris la responsabilité. Dans toute cette affaire, ce que je trouve le plus étonnant, c'est que les Européens ont tout de même l'art de se tirer une balle dans le pied, dans la mesure où tant les Allemands que les Italiens sont des alliés de l'Ukraine. Donc généralement, ce genre d'affaires se règle entre services de renseignement amis, et ça ne va pas devant la justice des pays concernés, même si ça a été un très rude coup pour les Allemands. Ça, on veut bien le croire, puisque Nord Stream faisait partie de l'orgueil russo-allemand, d'ailleurs, pas que des Allemands, et les Allemands ont très mal pris cette opération de sabotage. Néanmoins, que deux pays amis, à la fois une enquête judiciaire en Allemagne et une coopération judiciaire italienne, s'en prennent à un membre des services de renseignement d'un pays ami, je trouve ça tout à fait étonnant. Non mais Vincent Crouzet, alors on sait que les espions n'aiment pas la transparence, mais par souci d'honnêteté, pendant 3 ans, on a parlé de cette affaire et on a longtemps accusé la Russie d'être responsable de ce sabotage parce qu'elle avait sur le papier des motivations. Quelle motivation? Je participe à la construction, donc vous dites que j'ai la motivation de détruire ce que je construis. Ce n'est pas si c'est Vincent Crouzet là qui disait que le Nord Stream faisait partie de l'orgueil russo-allemand. Ça pèse des milliards, parlons en termes d'argent. Pour quelle raison est-ce que la Russie elle-même va décider de détruire une infrastructure qui lui rapporte des milliards et qui lui a coûté des milliards? Asseyez-vous et réfléchissez. Vous avez 3 jours. Peut-être que c'est le temps minimal pour que ces gens réalisent ce qu'ils racontent souvent. Vous avez 3 jours. Asseyez-vous et réfléchissez. Pourquoi est-ce que j'ai dépensé des milliards pour fabriquer un truc? Ce truc qui m'a coûté des milliards me rapporte des milliards et je le détruis. Ce truc que j'ai fabriqué à coût de milliards fait partie de mon orgueil personnel, d'une de mes réalisations les plus pertinentes pour mon économie. Pourquoi je le détruis? Vous avez 3 jours. Je voulais donner l'habitude 1 heure, 2 heures, 4 heures, mais avec ces gens, je pense qu'il faut beaucoup plus de temps. Vous voyez comment nous on a le temps pour itérer vite, non? On passe une info, on réfléchit un peu. On se rend compte qu'en effet, il y a un flou ici, un flou ici, un flou ici. On switch chez eux. C'est au moins 6 ans pour faire le même trajet qu'on a fait là. Raison de le faire. Maintenant qu'on apprend que c'est un Ukrainien, ça montre que les Allemands sont honnêtes, mènent l'enquête jusqu'au bout, reconnaissent que c'est un Ukrainien, mais on va l'entendre, ça ne les empêche pas de continuer à soutenir l'Ukraine. Oui, mais c'est une opération clandestine. Alors d'abord, il est poursuivi pour terrorisme, pour attentat terroriste. C'est pas un attentat terroriste, c'est une opération clandestine de services spéciaux. Non, c'est un attentat terroriste, frère. Sur un objectif stratégique russe. Donc profite. Non, ce n'est pas un objectif stratégique russe. C'est un objectif stratégique russo-allemand. Donc, toi qui appelles à la mobilisation ou au soutien de ses alliés, que l'Allemagne devrait travailler main dans la main avec les Italiens et les Ukrainiens parce que ce sont des pays alliés. Vous vous mettez dans la peau de l'Allemagne, vous faites comment? Ceux qui se prétendent être mes pays alliés détruisent une de mes infrastructures phares, protègent et cachent les responsables sous prétexte que voilà, ils boudaient ou alors ils ne voulaient pas qu'on ait nos propres infrastructures. L'article est très clair. Là maintenant, peu importe la réponse qui sera donnée, ça va créer une fracture au sein de l'OTAN. Ça va créer une seconde fracture au sein de l'Union européenne. Parce que l'Allemagne s'est rendue compte, elle le sait déjà depuis un certain temps quand même, qu'autour d'elle là, il n'y a que de la prédation. L'Allemagne a été intégrée dans l'Union européenne pour pouvoir mieux être surveillée
par les Américains. C'est ça. L'objectif phare de l'OTAN, c'était quoi? Si vous avez regardé ma vidéo qui traite le sujet, c'était 1. Empêcher l'expansion de la Russie. 2. C'était d'entourer l'Allemagne, d'encercler l'Allemagne pour pouvoir surveiller l'Allemagne. Les moindres faits et gestes. Bon, voilà donc ça. L'Allemagne était un peu trop indépendante peut-être aux yeux de Washington. Il fallait éliminer leur approvisionnement en ressources, en énergie. Aux Russes. Donc c'est tout à fait légitime dans le cadre d'un conflit. Donc ça ne pose aucun problème. Dans ce cas-là, pourquoi pas ne pas poursuivre aussi Valéry Zaloujny, qui est ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui certes bénéficie de l'immunité diplomatique, mais qui pourrait être aussi visé par l'enquête, puisqu'il est le principal décisionnaire de cette opération. C'est ce qui est tout à fait surprenant. Moi, ça me fait penser à la police néo-zélandaise qui avait poursuivi, vous savez, nos équipes dans l'affaire du Rainbow Warrior en 1985. Donc il y a exactement 40 ans, ça me fait énormément penser à ça, et je trouve irresponsable de la part des Allemands et des Italiens de s'en prendre aux services de renseignement ukrainiens et au SBU en particulier. Il y avait eu un mort aussi dans l'affaire Rainbow Warrior. Oui, il y a eu un mort, mais on va pas revenir sur l'affaire. Hein. Bon, ouais. Jean-François Boutor. D'abord, je voudrais saluer le talent littéraire de Wall Street Journal. Je pense que le dossier réel est beaucoup plus aride et âpre et doit laisser place à un certain nombre de questions qui ont été largement évacuées. La première étant a-t-on la preuve de l'implication de Zaloujny, et encore plus a-t-on la preuve? Vous avez dit Zelensky a donné son autorisation. Est-ce qu'on peut avoir la preuve établie que Zelensky a donné? Là maintenant vous demandez les preuves établies, les preuves formelles. Quand c'était pour accuser les Russes, on n'avait pas besoin de preuves établies, de preuves formelles. C'est-à-dire un 2 poids 2 mesures constant, continu, et qui est fidèle à son hypocrisie habituelle. Il faut des preuves établies, des preuves formelles. Quand c'est pour accuser les autres, non, pas besoin de preuves établies, pas besoin de preuves formelles. C'est seulement quand ça vous arrange. Donner cet ordre, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette affaire, effectivement, les Allemands sont dans une position compliquée. Ils sont dans une position compliquée parce que, à l'époque de Scholz, ils étaient évidemment assez furieux de ce qui s'était passé. Ça les a mis dans une très grande. Et c'est parce que tu racontes, Japon, ça, comme on lui a donné la parole, même s'il n'a rien à dire, il va faire tout pour dire quelque chose. Et son métier, c'est de bavarder, de sortir des mots, de les aligner, sans forcément que ça n'ait un sens. Mais ça va paraître sensé. Quand on va essayer ces spécialistes de la Russie, faut me zapper tout ça là. Merci bien. Et il bavarde longtemps. Je vous entends, mais quel rapport avec le sabotage du gazoduc? Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas si simple, d'un point de vue juridique, de dire, à partir du fait que quelqu'un est arrêté, à qui on peut imputer une responsabilité, de dire c'est la décision des... On reste en droit. On parle de droit quand même. Mais justement, l'enquête allemande est très prudente. Hein. On continue ce débat parce que ça vous fait... Plus prudente, ce que je veux dire, c'est qu'elle est plus prudente que le compte-rendu du Wall Street Journal. Qu'elle le fait réagir. Thomas Friand. Oui, l'enquête est extrêmement importante pour les objectifs d'honnêteté dont vous parlez tout à l'heure, mais il faut bien la contextualiser au plan politique, au plan diplomatique. Et là, 2 commentaires. Le premier, c'est que ce gazoduc, il est le symbole d'une profonde dépendance stratégique qui a permis à la Russie de mener sa guerre. Rappelons-nous les chiffres. On appelle ça le business. C'est-à-dire, vous manquez d'une ressource, une personne a cette ressource, vous achetez la ressource, point. L'Europe n'a pas de gaz, vous êtes donc censé faire comment? Acheter aux Américains beaucoup plus cher. Bon, soit c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais après, ne sortez pas de grosses phrases faisant comme si l'Allemagne avait été stupide de dealer avec la Russie. Parce que ça vous bénéficie à tous. Vous êtes simplement entré dans une politique, comme le disait l'article, envers la Russie. Résultat, tout ce qui est russe devient un problème. Mais dans les faits, pas du tout. Les ressources russes ne vous dérangent absolument pas. D'ailleurs, vous continuez de les consommer seulement de manière différente. Au début de l'agression russe de l'Ukraine, la facture énergétique que réglait l'Europe chaque jour à la Russie équivalait à plus de 3 fois le montant total de l'effort de guerre quotidien que la Russie devait financer. C'est-à-dire qu'on lui donnait chaque jour 3 jours d'avance grâce à la facture énergétique. Donc c'est important d'avoir ça en tête pour comprendre l'importance de ce que Vincent disait tout à l'heure. Et donc pour pouvoir justifier le fait que le Nord Stream a été détruit. Et donc dit que les Allemands ne devraient pas se fâcher. Et donc ce qui va justifier la fracture au sein de l'OTAN. Deuxième élément de contexte qui est très important sur l'Allemagne, qui est la juridiction compétente dans cette affaire. En Allemagne, on a vécu des élections il y a peu de temps où l'AfD, le parti d'extrême droite, a conquis
littéralement conquis l'ex-Allemagne de l'Est. Et on a vu sa proximité tant avec Trump qu'avec Poutine, cette AfD, Alternative für Deutschland. Et c'est intéressant aussi dans le commentaire de cette actualité juridique de voir la réaction politique que ce parti politique va avoir là. Et de l'analyser, cette réaction politique, à l'aune d'un fait très simple. L'Allemagne est la première cible en 2024 des attaques russes sur les infrastructures critiques en Europe. C'est le dernier rapport du IISS qui fait état de 33 attaques russes sur les infrastructures critiques, énergétiques, etc. à travers l'Union européenne. Et quand on... Non, c'est faux. C'est très faux. Ce qu'il raconte est extrêmement faux. Les seules infrastructures allemandes attaquées par la Russie, c'est celles qui se trouvent en Ukraine et seulement celles qui permettent la fabrication d'armes, l'assemblage d'armes, la livraison d'armes ou encore le stockage d'armes. C'est tout. Ce qu'il raconte là est complètement mensonger. Peu importe à quel point il va vous citer les sources. Parce que citer la source, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut simplement dire qu'on cherche de la crédibilité. C'est aussi comme ça qu'on doit comprendre leurs affaires de tout le temps vouloir citer les sources. Ils cherchent la crédibilité. Ce n'est pas la vérité qu'ils cherchent. Parce que s'il y avait une seule usine allemande qui avait été réellement attaquée de plein fouet, de front, dans l'espace de l'Union européenne, on le saurait. On aurait les images, un documentaire sur un ouvrier qui travaille à l'intérieur et qui a perdu son orteil parce que voilà, il y a une frappe russe. On l'aurait su. Donc ce qu'il raconte là, c'est faux. Rechercher la source, ce n'est pas dire la vérité. C'est chercher la crédibilité. Notez vraiment ça dans votre esprit. On regarde la fenêtre un peu du temps long, c'est le rapport du RUSI qui nous apprend ça. Sur la période 2014-2024, on compte plus de 200 attaques de type hybride sur des infrastructures critiques, des menaces cyber extrêmement graves et des manipulations d'informations. Donc évidemment que la justice va... Donc vous considérez la manipulation de l'information comme étant une attaque. La manipulation de l'information, un truc aussi abstrait. Quelque chose qui peut être interprété par n'importe qui. Moi, je commence à dire là demain que Coca-Cola, j'aime pas trop les produits parce que c'est pas bon pour la santé. Eux, ils vont appeler ça manipulation de l'information, ils vont appeler ça attaque et ils vont compter ça dans les coins. Il a dit 200 combien là? Des attaques russes contre les infrastructures allemandes. C'est-à-dire... Non, non ces gars, on va y arriver. Va faire son travail et ça nous permettra d'avoir une forme de vérité quand on ne pourra pas aller jusqu'au bout, comme vous le disiez, Monsieur Boutor. Mais fondamentalement, le plus important, c'est le contexte politique allemand et le contexte diplomatique européen qu'il faut avoir en tête pour lire ces événements qui signent vraiment le piège dans lequel Poutine a mis l'Europe, le piège énergétique dans lequel Poutine a mis l'Europe depuis. C'est-à-dire, ce n'est pas votre piège, ce n'est pas vous qui vous êtes mis à l'intérieur vous-même. C'est Poutine qui vous a mis à l'intérieur de votre piège. Comme si c'est Poutine qui est parti détruire le Nord Stream. C'est vous et vos alliés. Comme si c'est Poutine qui empêche le transfert de l'énergie qui tente de la Russie vers l'Europe. C'est vous qui avez refusé. Vous avez préféré contourner les systèmes de fonctionnement. Mais c'est Poutine qui vous a mis dans le piège. Vous vous emboubez tout seul dans un truc que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, mais c'est Poutine le responsable. Ça, je ne sais pas. Poutine est responsable du piège dans lequel l'Europe est entrée tout seul. Je viens de penser au titre là comme ça. C'est pas c'est ça que je vais mettre. Mais c'est terrible. Bref, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.